Salut Frédéric, on te retrouve alors que tu es intervenu il y a à peu près 10 jours dans la Brigade des Chefs. Donc maintenant, on fait la version pour YouTube, l'interview express. On va essayer de retracer, regrouper tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on s'est dit, et c'était franchement passionnant. Du coup, déjà le premier point, c'était comment est-ce qu'on arrive à te définir? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Comment est-ce qu'on fait pour expliquer ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton métier en fait? Mon métier aujourd'hui, c'est vraiment l'architecture de l'information. C'est vraiment la conception au début d'un projet web. Je suis passée par plusieurs couleurs, effectivement, par plusieurs métiers pour comprendre ce qui me parlait le plus et ce qui était le plus pertinent par rapport aussi à un parcours et des expériences précédentes. Donc j'ai beaucoup cherché. Et puis à un moment donné, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est de construire quelque chose de solide, d'être toujours, de toujours veiller au socle, comment dire, au socle, oui, de ce que, du propos que propose l'entreprise sur un site web. Voilà, donc à l'architecte, on pourrait dire. Je suis madame architecte aujourd'hui. Alors même que tu viens du droit, mais on reste dans... Hein? C'est Ouais, c'est pas des si choses comme... loin. Voilà, c'est pas si éloigné. J'ai troqué le code civil un jour contre le code HTML. Et du coup, toi, le truc, c'est que tu peux pas faire juste du joli, du web design, sur quelque chose de creux derrière. Pour toi, il faut vraiment aller au socle. Tu disais l'architecte. Alors, ça consiste en quoi, cette architecture de l'information? Comment tu le fais? Mmh. Ça consiste vraiment à bien préciser en amont quel est l'objectif du site web, à quoi il répond et surtout à qui il répond. Et quand on a cette réponse de à qui ou à quel besoin on répond, alors on peut construire dans l'autre sens. Ce que j'ai surtout vu, et en fait je vais te répondre plutôt à l'envers, pas par une réponse déjà figée, puisque justement elle est complètement sur mesure. J'ai vu beaucoup de sites par le passé qui étaient construits sur du joli ou pour faire sympa ou parce qu'on flatte l'ego de l'entreprise parce qu'elle a envie de se mettre en avant elle, Bien sur sûr. sa vision, sa mission, mais il manque la dimension à quoi on répond, pour qui on répond et en fait, qu'est-ce qu'on dit sur son site web? Qu'est-ce que le propos principal, sur le site web? Et ce qui fait que, une fois que le socle est bon, alors on peut faire du beau. C'est ça? C'est pour toi, il y a vraiment cet ordre-là qu'il faut Alors, c'est respecter. pas vraiment dans l'ordre parce qu'on peut. Moi, j'ai adapté aussi, pardon, adopté aussi depuis quelques années vraiment l'agilité dans mon métier. Par le passé, j'étais aussi, comme j'ai travaillé dans un magazine avant dans la presse, j'étais plus dans la partie design, papier, impression, donc pas du tout le web. On avait effectivement des process et on les suivait, hein, on les suivait les uns derrière les autres. Je pense que le web, ça peut pas non plus fonctionner comme ça. Le web, c'est vraiment, il y a des interactions très importantes où faut avoir les informations le plus tôt possible aussi pour commencer parfois le design. Et le design vient répondre, mais aussi, je pense qu'il y a vraiment un dialogue qui doit exister constamment entre la partie développement technique et la partie design qui répond aussi à un besoin. Les deux vont converger, mais donc il faut travailler ensemble. C'est pas l'un après l'autre. Ça peut, voilà, il y a des moments où il faut justement avoir cette agilité de commencer plus comme une timeline où on commencera à glisser des briques, mais qui ne soient pas forcément justement les unes derrière les autres. Ça, c'est le danger, je pense. Ok, donc l'œuf ou la poule, il n'y a pas... Il n'y a pas de Non, réponse. non, Universelle. du coup, ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui, mais on est aussi revenu un petit peu à tes débuts. Et ton tout premier site, tu nous disais, c'était un petit peu comme une liste de courses. Il faut faire ci, il faut faire ça et tout ça. Sauf que, bah, avec l'expérience, forcément, t'as évolué comme tout le monde. C'est quoi le déclic qui, toi, t'a fait tout changer, en fait? C'est le fait d'avoir été parfois moi-même un peu trop dans mon métier et moins à l'écoute de mes clients. Et de me rendre compte au fur et à mesure que j'avais une vision métier, surtout à partir du design. J'étais une ancienne graphiste. Et donc, mon métier de graphiste était d'amener vers quelque chose que je trouvais, moi, très lisible et très visible, mais qui correspondait peut-être pas, justement, à ce fameux propos, à ce fameux angle que l'entreprise doit prendre. Et la claque que j'ai reçue, c'est d'avoir voulu absolument emmener une fois une cliente sur un terrain qui, d'abord, elle n'était pas prête à aller sur ce terrain. Elle n'était pas mature aussi par rapport à la communication web en général. Et donc, j'ai vraiment voulu l'accompagner le plus loin possible en me rendant compte que j'allais beaucoup trop vite et que, justement, il fallait que moi aussi j'apprenne à écouter beaucoup plus mes clients. Et ce qui fait que suite à ça, à cette expérience-là, t'as commencé à changer ton positionnement, à plus rechercher les mêmes prospects, les mêmes clients? Absolument. À vraiment rentrer en interaction et en connexion avec les clients qui avaient déjà justement cette réflexion. Mon client idéal,
Mon client idéal, c'est une entreprise qui souhaite refondre son site plutôt que créer son site déjà. Donc, je suis beaucoup moins sur des primos, je suis beaucoup plus sur des... Mon positionnement s'est affiné aussi grâce à ça, mais mon positionnement, pardon, aujourd'hui, c'est vraiment partir de la matière première. Parce que l'architecte, c'est aussi celui qui voit ce qui déconne, ce qui est de travers. Je prends souvent l'image de la tour de Pise que j'aime beaucoup. Elle est très photographiée, mais elle reste quand même toujours de travers. Donc voilà, il y a des jeux à travers ce visuel-là, mais finalement, c'est beaucoup plus facile de partir de la matière première d'une entreprise quand elle a déjà un site web, par exemple, parce qu'elle a compris aussi des choses. Elle s'est rendue compte qu'il y avait peut-être toute une partie de contenu qui n'était pas utile ou qui n'était pas à la bonne place ou qui était finalement peu vu ou à contrario, des pépites qu'elle n'a pas mises en avant sur son site web et qui sont justement la demande de ses prospects, de ses lecteurs. Donc en fait, moi, ce que j'adore faire le plus, c'est d'aller chercher les pépites, de les mettre plutôt en niveau premier, les remonter en fait, et aussi dégager gentiment ce qui est inutile pour avoir vraiment cette clarté sur le site, pour vraiment aller à l'essentiel. Et voilà, donc oui, effectivement, on est vraiment loin de la première liste de courses que j'avais au début, où j'étais très traditionnelle, avec une communication très traditionnelle. Qui sommes-nous? Patati, contact. Et en fait, bon, bah, c'était des sites sur lesquels on s'ennuyait aussi beaucoup, parce qu'on répondait pas à la demande des audiences. Comment tu as fait ensuite? Comment est-ce que tu as changé ta posture, ta marque, ton discours? Comment est-ce que tu as tout réaligné différemment quand tu savais finalement quelle était la cible que tu voulais atteindre après? Alors, est-ce que ta question est plutôt sur ma propre communication ou est-ce que c'est comment j'ai fait psychologiquement, ou est-ce que tu pourrais préciser un tout petit peu où est-ce que à quoi tu penses Bah, quand tu penses à je cette pense que piste? l'aspect psychologique, de toute façon, il vient souvent par tâtonnement. Et c'est Mhm. plutôt après, une fois que c'était acté, une fois que c'était clair dans ta tête, c'est comment est-ce que tu l'as communiqué, comment est-ce que tu as crié au monde que dorénavant tu faisais ça comme ça et que tu voulais des clients qui ressemblent à ça. Je crois que c'est assez naturel avec le storytelling sur notre site web et sur la façon dont j'ai publié sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. J'ai changé de façon de communiquer. En fait, j'ai beaucoup plus parlé des besoins de la cible. J'ai beaucoup plus pris aussi les mots qu'elle utilise. Typiquement, le cauchemar d'une chargée de mission ou d'une chargée de communication pour son cahier des charges, par exemple. Donc, hop, j'ai pu intervenir aussi et proposer des prestations qui accompagnent sur comment dire, sur tout le déroulé d'un projet web. Ça n'est pas juste une conception à l'arrivée et la création d'un site qu'on met chez un hébergeur, en fait. C'est aussi tout ce qui va avant. Donc, à ces étapes-là, il y a des besoins très différents. On peut avoir une entreprise qui a confié son cahier des charges à quelqu'un qui maîtrise, en fait, cet exercice. On a pu confier, ou au contraire, elle a pu ne pas le confier et être en difficulté pour clarifier son besoin et surtout le libeller. Donc en fait, dans un projet web, il y a au moins 5 ou 6 étapes différentes, l'architecture étant à peu près, on va dire, au tout début, mais pas tout à fait au début, 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 Ouais. puisque au début, c'est le recueil du besoin, par exemple. Donc en fait, on se rend compte vite fait, finalement, que l'entreprise, elle a des temps par rapport à une refonte, par exemple, ou à un projet web. Et ces temps-là, elle peut être en difficulté. Et c'est donc à ce moment-là qu'on choisit à quoi on répond. On peut très bien répondre à la fin d'un projet, par exemple avec le SEO, la non-conversion, le manque de trafic. Ça, c'est une fois le site livré, par exemple. Donc, en Ouais. fait, c'est comprendre quelle est ma valeur. Pour moi, ça a été comprendre quelle était ma valeur ajoutée, là où j'étais vraiment pertinente et forte et je me sentais vraiment à l'aise. Et donc, c'est cet alignement avec un besoin sur la timeline du projet web. Mais voilà, pour chaque entreprise, ça va être très différent parce qu'elle n'aura pas le même besoin et pas au même moment. Et pour le prestataire en face, c'est pareil. Il va aussi se questionner sur, bah, là, je suis vraiment très à l'aise sur ce type de métier et c'est là que j'ai envie d'intervenir pour mes clients finalement. Et du coup, pour ça, tu m'as parlé de storytelling, de prise de parole sur LinkedIn. En fait, on parle de communication assez traditionnelle, mais très réfléchie aussi, puisqu'il y a une étude marketing de savoir quels sont les pain points, les douleurs de la cible pour pouvoir le faire. Est-ce que, quelque part, tout ce travail de communication et même de personal branding que tu as fait, c'est quelque chose qui devrait être appliqué par tous les freelances? Ah oui. Oui, oui, le plus Question possible. rhétorique. Tout simplement alors ça dépend. En fait, ça dépend. Ça va dépendre des profils, parce que tu peux effectivement rencontrer des profils qui sont très techniques et qui sont plutôt des profils qui vont avoir qui vont être beaucoup plus à l'aise
comment te dire? Tu peux avoir des profils qui sont très introvertis, par exemple, et Oui, ces profils très introvertis n'auront pas du tout envie de communiquer de la même manière qu'un profil extraverti comme le mien, qui suis très à l'aise dans la communication. En effet, heu, ça va dépendre aussi, donc de de son confort personnel par rapport à une communication, vers son audience. Hem Le plus important étant de trouver quand même toujours un alignement dans lequel, pardon, on est à la fois confortable, mais à la fois aussi, c'est bien de se challenger. Il y a des zones sur lesquelles je me suis quand même challengée où j'étais pas forcément en mode confort, notamment sur les premières publications sur LinkedIn. Pour moi, j'étais pas vraiment dans un confort. Au début, c'était difficile. Je me disais, mais ouais. qu'est-ce qu'on va penser de ce que j'écris? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que j'écris bien? Est-ce qu'il y a des codes à suivre, etc. Hem, donc finalement, on peut pas répondre à 100% oui. Cependant, communiquer est un incontournable et donc peut-être que la réponse, c'est communiquer en fonction de soi, en fonction de son confort personnel par rapport à une communication d'entreprise et puis donc du coup adapter aussi ce message et adapter les bons canaux pour le faire. Cependant, je répète, hein, c'est vrai que communiquer sur son profil de freelance, c'est quand même incontournable. Après, ça peut être aussi avec, si on est beaucoup plus à l'aise avec un blog, on peut aussi délivrer beaucoup de valeur à travers son site web sans être du coup frontalement public et frontalement avec des publications sur LinkedIn où on se montre. On n'est pas obligé de se montrer, on peut utiliser des carousels, on peut utiliser des données métiers, donc on peut vraiment communiquer sur les réseaux sociaux sans se mettre soi-même en valeur, par exemple. Sans se Mm. mettre soi, oui, comme le protagoniste principal de l'histoire, par exemple. Et ça me fait penser que le format idéal pour les profils techniques et introvertis, ça a toujours été les tutoriels techniques sur leur blog, Par finalement. exemple, par Hein. exemple, tout à fait. Ou les carousels sur LinkedIn, ça peut être vraiment très, très pertinent. Ou sur Instagram. Donc il y a des méthodes, je pense qu'il y a des formats. Enfin, c'est pas, je pense, c'est mon expérience, c'est que j'ai été quelqu'un qui a beaucoup testé de choses dans ma vie pour justement trouver quel était ce qui me correspondait et ce qui correspondait à mes clients, trouver cet alignement justement entre eux et moi. Et en fait, il faut tester beaucoup de choses. Si, par contre, voilà, on peut pas avoir cette réponse du jour au lendemain si on n'a pas testé, 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 testé. On est vraiment dans un monde de l'expérience. Et en faisant ces expériences de différents formats, ça peut être la vidéo, ça peut être l'écrit, ça peut être le carrousel, ça peut être le blog pour son propre blog sur son propre site. Il y a un moment donné, je pense qu'on trouve, ah ça, voilà, là je suis bien, là je suis à l'aise, là c'est moi, et là je prends du plaisir à le faire. Je pense que la réponse, elle est là quand même, elle est aussi dans le plaisir, tout en quand même se challengeant un petit peu. Donc il faut un petit peu quand même faire des expériences. Parce que sinon on reste dans une zone de confort où on peut rester discret toute sa vie aussi. C'est un peu dommage parce qu'il faut aussi vendre ses prestations. Mm. Non, et puis d'autant plus qu'il y a pas mal de blessures qui vont arriver, syndrome de l'imposteur, peur du rejet, plein de choses, qui font que certains, s'ils se mettent à communiquer, ils ont envie que ça fonctionne tout de suite, que ce soit le bon format, les bons propos auprès de la bonne cible. Or, finalement, le plus important, c'est le process, c'est la découverte, c'est pas la destination, c'est le chemin, parce qu'il y a probablement plein de choses qu'on va apprendre, pour ensuite se dire, ah ben tiens, au bout de X mois ou X années, là, j'ai mon propos. Est-ce que toi, ça t'a aidé à mûrir, d'ailleurs, tout ce travail que tu as fait de communication? Absolument, absolument. Alors, comme je te le disais juste précédemment, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup expérimenter des choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup même, un peu trop parfois, j'ai expérimenté des outils, j'ai testé voilà, tout un tas de panels à ma disposition pour vraiment. Ça a été effectivement presque thérapeutique, j'ai envie de dire, parce que grâce à ces expérimentations, j'ai dégagé vraiment ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Je pense que je n'aurais jamais été aussi à l'aise aujourd'hui si je n'étais pas passée par ce process-là, d'essuyer aussi les plâtres, de faire de proposer des prestations qui n'étaient pas du tout en corrélation avec ce que je faisais le mieux, de vouloir parfois, parce que quand même, l'indépendance, elle a un prix. Parfois, l'indépendance, c'est aussi être capable de faire le même travail pendant quelques années avec les mêmes outils. C'est-à-dire on aurait tendance parfois à vouloir aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs parce que c'est quand même être indépendant, être à son compte, faire des sites web, etc. Ça peut être aussi parfois long et fastidieux. Donc on a aussi parfois envie de changement. Donc c'est trouver aussi
Peut-être que ces changements, ils apparaissent dans d'autres disciplines et pas forcément dans son propre métier, mais du coup, faut aller en réseau, faut rencontrer des gens, faut rencontrer ses pairs, faut aller dans des WordCamp, typiquement pour WordPress, dans nos métiers par exemple, faut s'ouvrir pour justement ramener aussi des choses à nouveau, pour peut-être rafraîchir sa vision du métier, rafraîchir aussi son propre positionnement. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire des expériences, expérimenter des outils, être alerte, être ouvert, et puis se renouveler régulièrement sans tout casser. Moi, j'avais tendance des fois à tout casser pour me dire, oh là 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 là, je vais aller faire autre chose parce que c'était dur. Et puis après, finalement, en ce moment, je reviens complètement à WordPress, presque à 200% plus qu'il y a 5 ans. Donc c'est étonnant aussi de voir aussi, tu vois, les parcours qui peuvent aussi voilà, nous permettre de revenir aussi à l'essentiel, en fait, dans son Et puis métier. en plus, c'est une espèce d'énorme perche et de transition que tu me tends, parce que finalement, t'es pas développeuse, et pourtant tu viens de sortir une extension, et comme quoi, finalement, en expérimentant et en s'appropriant les nouveaux outils, de nouvelles choses se produisent. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est vrai et c'est faux parce que l'extension que je m'apprête donc à commercialiser, c'est une extension qui aurait dû exister depuis toujours, puisqu'elle se base sur le back-office des pages de WordPress. Et donc, c'est une problématique qui a toujours existé, mais que peut-être personne n'avait mis en avant. Tout simplement parce qu'on était peut-être tous et toutes la tête dans le guidon à créer des pages. Et créer des pages, et puis voilà, pas se poser plus de questions que cela. Et en fait, récemment, pour un projet client assez important et conséquent, et surtout avec un volume de pages conséquent, la chargée de mission, quand on a commencé à travailler sur les modèles de pages, les templates ou les familles, ensemble de pages qui sont les mêmes, typiquement un ensemble de pages sur la formation, un autre ensemble sur des cours, un autre ensemble sur l'établissement lui-même, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de modèles à appliquer et que c'était un vrai bazar dans WordPress. Et de là, j'ai commencé tout simplement à me poser cette question. Et si déjà je mettais des couleurs sur les modèles les pages qui ont le même modèle, en fait, tout simplement, pour déjà d'avoir une vue vraiment très synthétique et visuelle et colorée de mon back office. Et puis après, j'ai commencé à dire ah oui, mais alors du coup, tu pourrais peut-être mettre de la taxonomie, pardon. Tu pourrais mettre des taxos, on va dire taxos sur les pages. Ah puis tu pourrais aller plus loin, etc. Et de là est né un projet, tout simplement, pour répondre à ce besoin de ma cliente finalement, qui elle était complètement perdue dans le back-office avec toutes ces pages. Et alors, le jour où j'ai mis de la couleur, ne serait-ce que c'était un petit plugin maison hein, à la base, quand j'ai commencé à mettre de la couleur sur les pages, elle a trouvé ça extraordinaire. Elle a dit, ah là là, mais c'est formidable, ça me facilite la vie. Elle peut filtrer chaque modèle de page, donc récupérer à chaque fois tous les ensembles de pages qui sont dans la même famille, par exemple. Et donc, voilà. Et de là est née cette envie d'aller plus loin, tout simplement, et de me dire, mais c'est dommage de le laisser juste pour un client, alors que effectivement, c'est tout bête, c'est simple, mais ça n'existe pas. Eh oui. Et du coup, cette extension s'appelle Page Ribbon, le Oui, band, le le ruban. banc, ouais. Ouais. Le bandeau de couleur. Et ce qui fait que toi, il y a eu un alignement super intéressant aussi, dans la mesure où tu te dis, ben moi, mon métier, c'est surtout architecte de l'information, sur des gros sites, Mm. sur de la refonte, et ça, cette extension-là, tu peux l'utiliser dès le début, dans ta phase d'audit, c'est Absolument. ça? Absolument, à la conception. On peut la laisser, on peut l'utiliser plus tard pour ranger proprement ses pages, puisqu'on va pouvoir effectivement taguer, mettre un filtre en fait, une étiquette. C'est comme les catégories dans les articles, hein, c'est exactement la même chose. Et j'ai poussé l'extension pour aussi coloriser ou coloriser les silos, même des articles si on le souhaite. On peut aussi aller un tout petit peu plus loin sur la partie article. Donc oui, on peut l'utiliser en conception. Et puis le petit bonus, c'est que quand on passe sur Gutenberg et qu'on commence à rédiger son contenu sur une page, on a le choix aussi à tout moment de filtrer, de pas filtrer, de rajouter la catégorie en mode, en mode édito. Et on a un tout petit ruban qui nous rappelle sur quel type de modèle de page on est. Mhm. Un petit, Est-ce voilà, un que, petit mot. est-ce que ça ressemble pas à ça, le freelance de demain qui est très aligné, très positionné, qui a une bonne prise de parole, qui a peut-être ses petites extensions maison faites avec de l'IA, parce que toi, tu as vocation à commercialiser ça, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, et là tu l'incarnes, à cette espèce de changement dans l'outillage, dans la prise de parole, et tout ça aidé avec de l'IA aujourd'hui, qui finalement aurait été beaucoup plus compliqué il y a quelques temps? Oui, parce que je pense que par le passé, ce qui m'avait vraiment refroidi, bah, comme tu le disais, j'étais pas développeuse, j'étais par contre conceptrice. Et tout le propos de Page Ribbon, c'est de s'appuyer sur un besoin, mais c'est un micro-besoin.
Oui. C'est proche un peu c'est un petit peu proche effectivement de la philosophie micro SaaS actuelle. On a eu ça, nous WordPress, on avait on peut dire des grosses installations avec des gros plugins qui faisaient énormément de choses et qui n'étaient pas forcément bienvenus tout le temps, de faire autant de choses sur un besoin plus ciblé. On avait on peut dire ce parallèle avec les SaaS, hein, les services online. Oui. Et on voit aujourd'hui des micro SaaS grâce à l'IA et qui sont très pertinents pour un seul besoin. Alors, il faudra faire le tri parce que je pense qu'on va pulluler et il faut aussi checker ce code. Moi, Page Ribbon, il est checké par un vrai développeur aussi, hein, il n'est pas uniquement fait par l'IA. Par contre, toute la conception, elle est faite par l'IA dans le sens où elle m'aide à réfléchir à chaque poste de travail, le commercial, le branding, le marketing, les réseaux sociaux. Donc effectivement, l'IA pour ça est formidable pour nous aider à construire quelque chose. C'est encore l'architecte qui parle du coup. Ouais. Et donc là, l'IA s'appuie. Moi, je m'appuie sur l'IA, pardon, mais par contre, je m'appuie aussi sur quand même les connaissances d'un développeur pour vérifier que le code est propre. Et en fait, le code est super, mais voilà. Pour répondre à ta question, je pense qu'effectivement, on partira de plus en plus sur des besoins réels de nos clients, et ce sera des micro-niches. On rentre dans l'ère de l'ultra-personnalisation qui existe déjà dans la publicité, qui existe déjà dans le monde vraiment de la publicité online, quand on voit comment fonctionne le marketing. Aujourd'hui, il se base énormément sur l'ultra-personnalisation. Petit aparté, si tu vas sur Netflix, tu vois effectivement une ultra-personnalisation de tes propositions à toi, qui ne sont pas celles de ton enfant ou de ton mari ou de ta femme ou de ton voisin, peu importe. Donc en fait, on voit vraiment qu'on rentre effectivement dans ce monde de l'ultra-personnalisation. Donc ça sera des niches. C'est bien et c'est pas bien, mais je pense que de toute façon, voilà, c'est la réalité aussi des besoins finalement, hein, qui va dicter cette orientation, j'imagine. Mais c'est vrai que cette image du freelance légèrement influenceur par sa prise de parole, mais aussi éditeur de solutions, ça fait un profil bien intéressant à la fin, qui incarne pleinement les clients, les problématiques qu'il gère au quotidien. C'est quand même plutôt cool. On te souhaite le meilleur en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Frédéric? Alors, je suis en train de finaliser une page d'accueil en mode éditeur d'extension, mais pour l'instant, on peut me retrouver toujours sur ma newsletter parce que ce sera le canal dans lequel je vais continuer de parler de tous les projets web en général, des clients, et qui peut être aussi très utile pour des indépendants, puisque c'est une newsletter qui traite pardon, d'écueil, de prise de position, de réflexion, de veille sur la tech en général, mais aussi beaucoup sur la tech web. Donc autour de WordPress, pas mal. Donc cette newsletter, ça s'appelle... Mince. Bon, on mettra le lien en description, quoi qu'il en soit, peu importe le nom. T'as changé de nom, il y a aussi des trucs comme ça où ça a changé au fur et à mesure. Ça a changé au fur et à mesure. Elle va peut-être aussi s'affiner plus dans la communication, mais je vais pas m'amuser à changer l'URL tous les 4 matins. Non. En effet. Mais effectivement, c'est pas la tech pure, c'est pas la tech pour la tech, c'est vraiment la tech web. C'est autour du web et de l'IA, bien sûr, et de la communication en général et la stratégie digitale en général. Donc oui, c'est plutôt grand public, on peut piocher ce qui nous intéresse. J'essaie d'être dans un rapport assez ouvert et simple. Mais c'est un peu le point, on va dire, c'est un peu le hub sur lequel on pourra s'appuyer. Et puis sinon, mon site web d'agence qui s'appelle Color My Web, avec plaisir. Et quand le Page Ribbon sera vraiment commercialisé, il y aura le nouveau site qui s'appelle designpress.fr. Ok. Et qui est Tu vas le mettre aussi premier, en fait, pour l'aparté, qui est le tout premier nom de domaine que j'ai déposé il y a 14 ans, je crois. Ok. Donc c'est très amusant de voir qu'il revient. Et en fait, c'est assez amusant parce que c'est vraiment c'est Design Press que je voulais pour WordPress. C'est vraiment la conception autour de WordPress, en fait. La partie conception. Mm. Création, conception, voilà, réflexion sur l'UX design, le design en général. Mais voilà, On mettra aussi ton profil LinkedIn, vu que tu prends la parole régulièrement, hein, avec tout plaisir. de même. Merci d'être passé, Frédéric. J'espère que tout le monde a Merci à retiré la toi. richesse de tes propos. Et du coup, à bientôt pour une prochaine interview. Merci à toi.